Bonjour à tous, quelles sont les nouveautés photos qui ont été annoncées au CP+? On fait le point avec vous dans cette vidéo. Il y a quelques semaines, j'étais à Tokyo pour Phototrend afin de couvrir le CP+, le salon photo japonais. Même si ça demande beaucoup de préparation, je pense que c'est toujours très important de faire le déplacement parce que le Japon, c'est là où tout se passe en matière d'innovation photo et vidéo. D'ailleurs, bon, on va le dire, mais Phototrend est le seul média photo français à couvrir l'événement depuis 2019. On en a d'ailleurs profité pour poser nos questions aux équipes de tous les constructeurs photo et nos interviews sont disponibles en lien dans la description. Et cette année, waouh, le CP+, a été complètement dingue avec plein de grosses annonces. On va en parler dans cette vidéo. Allez, c'est parti pour une petite virée à Yokohama, accrochez-vous. Et on commence par Sigma qui fait sa petite révolution. En plus de dévoiler une nouvelle identité de marque très premium, le constructeur présente un nouveau boîtier, le Sigma BF. L'appareil photo qu'Apple aurait pu concevoir, c'est ce que certains médias disent. Et en effet, avec un design unibody taillé dans un seul bloc d'aluminium usiné au Japon dans l'usine d'Aizu, cet hybride plein format a vraiment un look bien à lui. Il est doté d'un capteur de 24 millions de pixels et peut filmer en 6K 30p. Mais ici, Sigma a surtout voulu remettre à plat l'ergonomie de l'appareil photo avec une interface ultra simplifiée, contrôlable avec un seul doigt, avec notamment des boutons haptiques qu'il suffit d'effleurer pour activer. Pas de menu à rallonge, mais les réglages essentiels. Pas de carte mémoire, mais un stockage interne de 230 Go capable de stocker 4300 RAW, 14 000 JPEG ou 150 minutes de vidéo en 6K. On retrouve également un unique port USB-C pour la connectique et la recharge. Bref, ce boîtier est un petit bijou, vendu 2339 € et Sigma le présente comme une réponse face à la hausse de la qualité d'image de nos smartphones. On en parlera plus en détail dans un test complet à venir sur Phototrend. Sigma a aussi présenté une nouvelle déclinaison de ses focales fixes Contemporary série I en gris argenté pour mieux s'accorder au boîtier. D'ailleurs, le constructeur retire la nomenclature DN de ses optiques puisqu'il n'a pas prévu de développer de nouveaux objectifs pour réflexe. Sigma a également dévoilé deux nouveaux objectifs, un super zoom 16-300 mm f3.5-6.7 stabilisé pour hybride APS-C de chez Sony, Fujifilm et Nikon qui devrait être un allié de taille pour le voyage avec un tarif de 729 €. L'autre objectif est un 300-600 mm f4 sport plein format, disponible en monture EL, une optique pensée pour les photographes de sport, d'animalier ou d'avion. Ce n'est pas le plus léger parce qu'il fait presque 4 kg, mais Sigma promet une qualité d'image superlative. L'objectif sera proposé à 6 999 €. Sur le stand de Canon, les boîtiers EOS R1 et R5 Mark II sont à l'honneur, avec notamment une vitrine qui nous fait remonter dans le temps avec tous les boîtiers professionnels de la série 1, à commencer par le réflexe argentique F1 lancé en 1971. D'ailleurs, pour mettre en situation ces appareils, Canon proposait du basket sur son stand, un sport pour lequel les R1 et R5 Mark II peuvent déterminer automatiquement le sujet actif en mode priorité à l'action. Mais la nouvelle star, c'est le PowerShot V1 qui est présenté en exclusivité mondiale au CP+. Ce compact vlog dispose d'un capteur de 22,3 millions de pixels de type 1,4 pouces, ce qui fait qu'il est presque aussi grand qu'un capteur 4/3. Il peut filmer en 4K 30p avec un suréchantillonnage depuis la 5,7K, il peut même filmer en 4K 60p avec un crop 1,4 fois. Le V1 dispose de nombreuses fonctionnalités vidéo, filtre ND intégré, tally lamp et supporte le C-Log 3 en 10 bits tout en optant pour les derniers algos autofocus de Canon. Enfin, il est équipé d'un zoom 16-50 mm f2.8.4.5 stabilisé et opte pour un gabarit plus imposant que la concurrence à cause de son refroidissement actif. Bref, Canon signe ici un compact expert bien taillé pour la vidéo, mais pas que. Il est proposé à 148 500 yens au Japon, environ 950 €. Canon a aussi montré son savoir-faire en termes d'image 3D et immersif, avec une grande partie de son stand consacrée à la VR et à la 3D. On pouvait notamment essayer le casque M-Reel de réalité mixte, fabriqué par Canon, ainsi que des lunettes 3D. Bref, même si pour le moment cela ne se matérialise pas dans les chiffres marchés comme nous l'a expliqué Canon lors d'une interview, le constructeur croit beaucoup dans ces nouveaux formats.
Bon, chez Sony, en plus de montrer toute l'étendue de sa gamme, le constructeur présentait deux nouveaux objectifs en série G qui sont un peu à l'opposé, un gros télézoom et une focale fixe compacte. D'un côté, on avait un 400-800 mm f6.8 pour de la photo animalière et du sport, avec une longue plage focale et un poids et encombrement maîtrisé. De l'autre côté, on pouvait tester le 16 mm f1.8G en situation de portrait grand angle avec un modèle à la robe colorée surdimensionnée. Comme quoi un 16 mm n'est pas fait que pour la photo d'architecture ou de vlog. L'autre star, c'était aussi le A1II bien sûr, le dernier boîtier Sony qui est doté d'un capteur empilé et rétroéclairé de 50 millions de pixels et qui reprend la puce autofocus IA et l'ergonomie du A9 III. Enfin, Sony a mis à l'honneur la série des boîtiers Alpha, à commencer par l'Alpha 100, le premier réflexe numérique de la marque, dévoilé en 2006 en partenariat avec Konica Minolta. Et puis c'était rigolo, les visiteurs pouvaient choisir de mettre un petit sticker sur la raison principale pour laquelle ils utilisent un boîtier Sony. Et les points qui sont ressortis sont les performances de l'autofocus et la compacité et la légèreté du système. Chez Sony, on avait également la Creators App qui était mise en avant avec la nouvelle fonction de synchronisation automatique vers Lightroom et Google Drive. On pouvait également voir un éclaté d'objectifs avec quelques lentilles et système autofocus, c'est toujours sympa à voir. Et pour les animations, on avait droit à du Kendo et du Taekwondo, deux activités très photogéniques qui permettent de tester également l'autofocus et la rafale des boîtiers. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a le plus grand stand, Sony ou Canon? Difficile de savoir, mais les deux marques sont vraiment au coude à coude et montrent leurs muscles au CP+. Sur le stand Nikon, le constructeur présentait son hybride APS-C Z52 sorti fin 2024, mais aussi ses appareils au look vintage, des ZF-C et ZF. Pour information d'ailleurs, au Japon, ces boîtiers sont déclinés dans de nombreux coloris que l'on peut retrouver également en France, mais uniquement sur la boutique en ligne du Nikon Store. Mais l'actualité chez Nikon, c'est bien sûr la vidéo. Suite au rachat de RED par le constructeur, deux nouvelles caméras ont été présentées en monture Z, les RED V-Raptor X et Komodo X. La V-Raptor X est équipée d'un capteur plein format VistaVision de 35,4 millions de pixels, capable de filmer en 8K jusqu'à 120 images par seconde. De son côté, la Komodo X dispose d'un capteur Super 35 de 19,9 millions de pixels, permettant des enregistrements en 6K à 80 images par seconde et en 4K à 120 imares par seconde. L'intégration de la monture Z permet également une compatibilité directe avec les objectifs Nikon et notamment le nouveau zoom 28-135 mm f4PZ pensé pour la vidéo et pour être très polyvalent. Bon et sinon, quelle est l'ambiance dans les allées du CP+. Pour vous donner un ordre d'idée, la surface fait 20 000 m², c'est quand même bien plus grand que le salon de la photo. Et dans les faits, ça se ressent avec les stands des constructeurs historiques qui sont vraiment gigantesques, notamment Sony et Canon qui ont un espace auditorium qui est vraiment immense. J'étais d'ailleurs présent les 4 jours et je peux clairement dire que cette édition a été un succès en termes de fréquentation. Les samedis et dimanches, difficile de circuler dans les allées car c'était noir de monde. D'ailleurs, on a les chiffres de fréquentation et près de 56 000 personnes sont venues en 4 jours, soit une hausse de 12% par rapport à l'an dernier. Pour rappel, le salon de la photo à Paris, c'était un peu moins de 39 000 visiteurs en 2024. Passons maintenant à Panasonic, et sur son stand on retrouve un historique des boîtiers Lumix, comme pour rappeler que le G1 annoncé lors de la Photokina 2008 était le premier appareil photo hybride. Aujourd'hui, Panasonic profite du CP+, pour dévoiler le Lumix S1R2, son nouvel hybride plein format haute résolution. Plus compact que le premier S1R, il reprend une ergonomie proche du S5 II tout en optant pour un capteur de 44,3 millions de pixels. C'est d'ailleurs le premier boîtier Lumix à filmer en 8K et sa rafale monte à 40 images par seconde avec un positionnement tarifaire agressif puisqu'il est lancé à 3 599 € l'unité. Vous pourrez bientôt retrouver notre test complet sur Phototrend. Sur son stand, Panasonic met en avant la couleur et présente aussi ses dernières technologies avec des démonstrations de ses ingénieurs. Ici, on voit par exemple la technologie de zoom hybride qui permet de combiner zoom optique et zoom numérique sans perdre de qualité d'image en vidéo. Et l'avantage par rapport à un crop normal, c'est que par exemple à 24 mm au grand angle, on conserve en 24 mm et on n'est pas directement croppé dans l'image.
On a également pu découvrir comment Panasonic utilisait la technologie de stabilisation vidéo numérique avancée en récupérant une partie des extrémités de l'image qui était utilisée normalement pour réduire les distorsions afin ici de stabiliser les plans sans recadrage supplémentaire. Et avec le S1R2, Panasonic a également lancé une nouvelle application Lumix Flow qui était en démonstration sur leur stand. Celles-ci permettent de créer des scripts, des storyboards et des listes de plans qui facilitent l'organisation et le suivi des prises de vue vidéo. Et d'ailleurs, il est possible de transformer un smartphone doté d'un port USB-C en moniteur externe qui permet également de contrôler l'enregistrement. Franchement, ça a l'air très pratique. Et l'application Lumix Flow va même plus loin en permettant de réorganiser automatiquement les rushs une fois importés dans Premiere Pro ou dans un autre logiciel compatible. Sur le stand de Fujifilm, pas vraiment de grosses annonces, si ce n'est la présentation sous cloche de la GFX Eterna, la caméra vidéo moyen format qui reprend le capteur 102 millions de pixels du GFX 102. Celle-ci devrait être annoncée courant 2025, mais Fujifilm dévoile au compte-gouttes ses fonctionnalités. On sait qu'elle sera capable de filmer en 4K en couvrant l'intégralité du capteur, le fameux Open Gate, et elle sera également fournie avec un moniteur externe 5 pouces qui est développé spécifiquement par Fujifilm. Sur le stand de Fuji, on pouvait également prendre en main le XM5, un hybride APS-C 26 millions de pixels compact, léger et avec un rapport qualité-prix très intéressant puisqu'il est proposé à moins de 1000 € en kit. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test complet sur Phototrend. Et pour les curieux, le X106 était toujours présent, mais on a vraiment l'impression que Fuji ne veut pas trop en faire puisqu'il est très difficile encore de le trouver sur le marché. Et sur l'autre partie du stand, la photographie Instax était à l'honneur avec le dernier Instax Wide Evo. Un appareil 3 en 1 qui combine appareil photo, appareil instantané au format Instax Wide et imprimante connectée. D'ailleurs, cet appareil photo est doté de nombreux réglages pour simuler des effets de film et des pellicules. D'ailleurs, une édition limitée de l'Instax Mini Evo couleur rose était présentée, mais il semblerait qu'il soit déjà en rupture de stock. Enfin bon, on est au Japon et Fujifilm a profité du CP+, pour dévoiler une collaboration entre Instax et Final Fantasy XIV, le jeu vidéo en ligne. Celle-ci permet aux joueurs de capturer ses moments préférés dans le jeu grâce à un personnage spécial. Bon, entre deux constructeurs, j'ai également découvert un stand étonnant avec le TGV japonais, le Shinkansen, et d'autres trains miniatures automatiques sur un circuit géant sur plus de 10 étages. Je me suis renseigné et c'est des trains plat rail, une marque de jouets très populaire au Japon. Et si les organisateurs du salon de la photo regardent cette vidéo, faites un partenariat, on veut la même chose à Paris. Le métro Tokyo. Chez OM System, on retrouve pas mal de nouveautés avec toujours une thématique outdoor très marquée, avec de la nature à photographier et des petits bruits d'oiseaux très sympas. Mais cette année, le constructeur a présenté l'OM3, son nouveau boîtier au look vintage, pensé lui aussi pour l'extérieur, mais plutôt en usage urbain. Il reprend les caractéristiques techniques de l'OM1 Mark II avec une stabilisation toujours aussi bonne. D'ailleurs, on ne va pas trop s'étendre dessus car vous pouvez retrouver également notre test complet sur YouTube, le lien s'affiche en haut. OM System présente également ses deux nouvelles focales fixes 17 et 25 mm f1.8 de deuxième génération qui sont désormais tropicalisées, ainsi que son zoom 100-400 mm f5.6.3 IS de deuxième génération avec un équivalent 200-800 mm en plein format. C'est un objectif photo animalière par excellence avec une stabilisation et une tropicalisation améliorée, un gabarit toujours aussi compact et même un collier de pied amovible. D'ailleurs, sur son stand, OM System revendique à fond son lien avec la nature en présentant un produit en partenariat avec Millet, une entreprise française spécialisée dans le vêtement technique. Il s'agit d'un système qui vient s'accrocher à la sangle d'un sac de randonnée avec 4 poches filets pour transporter une gourde, mais aussi des objectifs, un capture clip pour appareil photo et d'autres accessoires. C'est vraiment ingénieux et c'est proposé à 9800 yens, environ 60 €, mais uniquement au Japon malheureusement. Allez, maintenant on passe à Tamron qui cette année a choisi comme thème Godzilla et Mechagodzilla sur son stand avec des monstres géants et une ville en miniature. Idéal pour tester ses nombreux objectifs dont les derniers zooms plein format stabilisés comme les 28-300 mm f4.7.1 et le 50-300 mm f4.5.6.3. On pouvait également trouver un espace dédié pour tester la nouvelle optique macro 90 mm f2.8 lancée cette année qui pour rappel dispose d'une stabilisation optique, d'un nouveau moteur AF rapide et précis et tropicalisé et propose un excellent rapport qualité-prix. D'ailleurs, le test complet est à retrouver sur notre chaîne YouTube. Enfin, on pouvait également voir une démonstration très parlante de l'application mobile Tamron Lens Utility
qui permet notamment de régler différentes zones de mise au point pour faire une bascule de points avec des transitions fluides et cinématiques en vidéo. Bon, on a vraiment aimé le stand de Tamron qui, je pense, décroche encore une fois la palme du plus beau décor. Grosse actualité pour Samyang qui annonce un partenariat avec l'opticien allemand Schneider Kreuznach. Cela devrait permettre aux Coréens de nous proposer des objectifs de qualité. D'ailleurs, la première optique issue de cette collaboration est un zoom ultra grand angle 14-24 mm f2.8 en monture Sony E. J'ai pu le prendre en main et ce zoom devrait plaire aux photographes d'architecture et de paysage. Il est à la fois très lumineux et compact, tout en conservant un poids plume de 445 grammes. L'objectif devrait arriver en avril avec un tarif proche des 1000 €. Bon, l'autre grosse actualité du CP+, c'est le retour de Zeiss dans le monde des optiques avec deux nouveaux objectifs pour appareils photo hybrides, les Otus 50 mm 1.4 et 85 mm 1.4. Bon, c'est des focales fixes qui sont toujours à mise au point manuelle, mais on sera aidé avec le focus picking sur les hybrides. On retrouve également une nouvelle bague d'ouverture avec une construction 100% métallique et un gabarit qui reste quand même imposant. Comptez 1 kg pour le 85 mm 1.4. Mais la qualité d'image semble être chirurgicale selon nos premiers essais. Ces objectifs seront compatibles en monture RF, Nikon Z et Sony E, avec un tarif qui reste quand même assez salé, avec plus de 2500 €. De son côté, Venus Optique a présenté des optiques ciné, mais aussi 3 objectifs Laowa, pensés pour les hybrides plein format et moyen format, avec une vraie volonté de sortir des sentiers battus. Côté logiciel, une grande partie de l'équipe de DxO avait fait le déplacement depuis la France, et c'est normal puisqu'ils ont profité du CP+, pour annoncer Pure RAW 5, la dernière version de leur logiciel de dématrissage et de réduction de bruit des fichiers RAW. Cette nouvelle version, en plus de s'appuyer sur la 3e génération de Deep Prime, permet un meilleur traitement des fichiers issus des boîtiers Fujifilm. Et d'ailleurs, de l'autre côté de son stand, DxO avait une petite surprise pour les photographes japonais avec le lancement du DxO Photographers Club, un projet qui vise à créer des produits pour les passionnés d'images. Et le premier produit qui semble se matérialiser, ça pourrait bien être une cape photo imperméable qui permet d'essuyer de très grosses averses tout en continuant de shooter bien au sec en pleine nature. Ce produit devrait d'ailleurs faire office d'une campagne Kickstarter très prochainement. De son côté, Evoto, un éditeur de logiciels chinois, présentait sa solution de retouche d'image poussée. L'an dernier, nous avions été bluffés par leur solution de correction des imperfections de la peau, qui mettait d'ailleurs bien en avant avec des sujets, disons, en pleine puberté. Et cette année, on a vraiment l'impression qu'Evoto a complété son logiciel avec de nombreux outils de retouche basés sur l'IA afin de répondre à toutes les problématiques du photographe. Bref, un logiciel photo à surveiller de près. Hasselblad et DJI avaient un stand en commun. C'est normal puisque DJI a racheté le suédois en 2017. Bon, il n'y a pas encore de boîtier en monturel à découvrir sur le stand, mais on pouvait prendre en main les derniers boîtiers moyen format, comme le X2D Sensei, qu'on a d'ailleurs testé récemment. Il y avait également quelques modèles emblématiques comme le boîtier Hasselblad qui est allé sur la Lune, ou encore un boîtier H4D40 en édition limitée Ferrari avec un rouge qui passe vraiment pas inaperçu. Côté expo, on pouvait découvrir de beaux tirages sur les stands de tous les constructeurs, mais aussi et surtout l'exposition des Zoom Photos qui met en valeur les photographes émergents et qui propose une collaboration entre la France et le Japon. Les Zoom Photos japonais ont été remportés par les photographes Hayato Kakekoshi et Iwoko Murakami. Côté français, on a pu retrouver une expo photo des lauréats 2024 avec Omar Al-Jiwari, lauréat du prix du public, et Claire Gary qui a remporté le prix de la presse. Et comme à Paris, les principaux titres de presse photo spécialisés avaient leur stand. On retrouve notamment le magazine Caméraolique, des magazines spécialisés dans la photo de train et d'avion, ou encore Kappa Camera Web. Batman. Le CP+ permet aussi de faire de belles découvertes. Au-delà des nombreux accessoires comme des sacs, trépieds ou éclairage photo, Phototrend déniche souvent de belles petites pépites. C'est par exemple le cas de cet appareil photo instantané à soufflet signé TT Artisan qu'on a pu prendre en main. Il utilise des cartouches de film Instax avec un obturateur central. Tout est manuel et l'appareil est encore à l'étape de prototype, mais le constructeur prévoit un lancement en 2025. Sur son stand, Viltrox a également dévoilé 4 objectifs plein format et APS-C,
dont le 35 mm f1.2 Lab en montureux qui pourrait venir concurrencer le Sigma 35 mm 1.2 de la série Arts. Il y a également pas mal de petits appareils photo compacts tout mignons et colorés pour tous les goûts. Mickey Mouse. On a même découvert un petit appareil photo instantané qui démarre sur un écran que beaucoup de joueurs connaîtront. Oui, c'est bien Sega, et il imprime sur des rouleaux de papier. Difficile de ne pas résister à tous ces produits. Côté stockage, Nextorage a présenté de nouvelles cartes mémoire CF Express à la norme VPG 800 qui offrent des débits continus minimum en écriture beaucoup plus rapides, 800 mégaoctets par seconde, utiles pour les formats vidéo les plus lourds. Chez Lexar, on pouvait découvrir la nouvelle carte SD Armor en acier ultra résistante, mais aussi le Pexar, un cadre photo numérique connecté 2K, ou encore la station Workflow Seabay qui permet également de connecter de nombreux modules SSD ou lecteurs de cartes en Thunderbolt 4. Enfin, Datacolor présente un posemètre connecté, utile pour mesurer la luminosité d'une scène ainsi que la température de couleur. Ça peut être utile à la fois en photo mais aussi en tournage vidéo. Côté bagagerie, on pouvait découvrir les derniers sacs de PGY Tech comme le One Go 2, de nouvelles sacoches en bandoulière ainsi qu'un caméra clip qui fait beaucoup penser à Peak Design. Bon alors qu'est-ce qu'on retient de ce CP+? Cette année on a vu plein de belles nouveautés. Sigma nous a vraiment surpris avec son BF et leur stand était juste magnifique. On serait cru dans une boutique de luxe. Et franchement, chaque marque avait quelque chose d'intéressant, de nouveau, même des prototypes à vous montrer qui n'étaient pas encore sortis sur le marché. En fait, ce CP+ 2025, ça commence vraiment à ressembler à une nouvelle Photokina. D'ailleurs, je pense que les constructeurs ont enfin compris une chose. Un salon au Japon, ça peut avoir une résonance en termes d'image et d'annonces un peu partout dans le monde. Bon, avant de vous laisser, dites-nous ce que vous avez pensé de toutes ces nouveautés dans les commentaires. Et bien sûr, si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos, vous savez ce qu'il vous reste à faire, cliquez sur le petit bouton s'abonner. Allez, merci beaucoup et à bientôt.